Le conférencier Daniel Hoffmann a été invité par l'association ATTAC lors de son assemblée générale qui s'est déroulée le 26 septembre 2025. Le thème abordé par cette conférence est la régie publique de l'eau, car lors de la campagne municipale 2026, cette question sera d'importance capitale pour le renouvellement des contrats d'eau. Vous le découvrirez dans cet enregistrement découpé en 30 minutes de conférence puis 30 minutes d'échange avec la salle. Mais je vous remercie quand même d'être venu. Donc ce soir, nous recevons M. Daniel Hoffmann, qui est ingénieur et il est aussi coprésident de la coordination eau de l'Île-de-France. Oui, ça marche, oui, ça marche. Alors, actuellement, il y a à Périgueux, ici, vous êtes en gestion déléguée, c'est-à-dire que c'est une des multinationales de l'eau qui gère la distribution de l'eau. Et il y a eu, à une époque, on va dire fin du siècle dernier, du XXe siècle, on avait eu un fort courant pour la privatisation de la gestion de l'eau. Il y a une série de communes, d'agglomérations, de grandes villes qui étaient passées en gestion déléguée des multinationales de l'eau. Et il y a eu un mouvement inverse, on va dire à partir de 2010 à peu près, où de plus en plus de villes sont passées en gestion publique de l'eau, même on va dire depuis 15 ans à peu près, oui c'est ça, 2010, depuis 15 ans. Et en Île-de-France, puisque moi je suis en Île-de-France, plus de 70 villes sont retournées ou sont passées en gestion publique de l'eau, alors qu'avant elles étaient en gestion privée, elles étaient en gestion déléguée. Et au niveau national, au début des années 2000, c'était 25% des usagers qui étaient dans des villes à gestion publique, régie, et c'est passé à 50%. C'est-à-dire actuellement, c'est moitié-moitié après au niveau des usagers. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour passer à 50%? C'est tout simplement que des très grosses villes sont passées en gestion publique de l'eau. Alors il y a évidemment Paris, c'est quand même beaucoup d'habitants, mais il y a aussi Lyon, Bordeaux, il y a Rennes, il y a toute une série de villes plus petites qui sont passées en gestion publique de l'eau, en régie publique. Donc on va dire que c'est un courant inverse que nous on a cherché à développer à l'époque, puisque au moment où la coordination eau Île-de-France s'est créée, il y avait le vote du syndicat des eaux d'Île-de-France qui regroupe plus d'une centaine de villes dans la première couronne autour de Paris, puisque Paris est à part, qui devait se prononcer sur le renouvellement du contrat que le syndicat des eaux de France avait avec Veolia. Veolia qui avant s'appelait la Compagnie Générale des Eaux. Suez de même s'appelait la Lyonnaise des Eaux. Mais voilà, ça a changé, mais c'est les mêmes. Et la Générale des Eaux avait le contrat sur la gestion privée, la délégation de gestion de l'eau depuis 1923, ce qui est pas si mal, hein. C'est-à-dire c'est une centaine d'années de gestion déléguée à la même société. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons tenté de convaincre à la fois la population et les élus de passer en régie publique. Et nous avions à l'époque l'impression que par rapport aux différents groupes politiques au sein des structures du syndicat des eaux d'Île-de-France, du SEDIF, nous avions l'impression que peut-être nous pourrions gagner, puisque les socialistes, les communistes, une partie des centristes s'étaient prononcés pour, a priori, la gestion publique, c'est-à-dire pour passer en régie. Sauf que le jour où il y a eu le vote, eh bien, il y a eu un élu qui a demandé que les votes soient à bulletin secret. À bulletin secret, ça a permis à certains groupes, à certains élus, d'avoir des votes que j'appellerais des votes honteux. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, que Gilles Poux, qui est le maire de la Courneuve, ça paraît absolument évident, il est PC, il est parti communiste. Alors, en parole, il se prononce pour la gestion en régie, mais il dit que Veolia fait une très bonne gestion.
Et en fait, certainement que lui a voté pour Veolia, de même que le maire de Choisy-le-Roi, où il y a une usine de traitement des eaux. Donc voilà, et qui est communiste aussi. Et il y a certainement quelques socialistes aussi, voilà. Et en fait, donc à cette époque, on a perdu, c'est clair, la majorité a voté pour le renouvellement du contrat du syndicat des eaux d'Île-de-France. Alors, donc après, il y a eu le passage de Paris en gestion publique avec la création de l'eau de Paris. Alors donc là, c'est 2010. Et à la création d'eau de Paris, les prix de l'eau ont baissé de 8%. 8%. Et on peut dire que c'est un petit peu le différentiel entre une gestion qui va consacrer l'ensemble des bénéfices à payer le personnel évidemment, mais aussi à faire les travaux qui sont nécessaires à l'entretien du réseau, et une gestion qui va faire ça évidemment, ou au moins en partie, mais qui va aussi avoir des dividendes à verser aux actionnaires. Donc, en gros, ces 8%, c'est ce delta entre les deux. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Alors, moi, je parle pour l'Île-de-France que je connais, mais il y a eu la loi NOTRe, et je sais que vous êtes aussi concernés. La loi NOTRe, c'est une nouvelle organisation territoriale, qui est une loi qui doit être au début des années 2010 peut-être, 2010, qui crée les agglomérations, qui redonne la responsabilité eau à des communautés de communes, à des agglomérations, c'est-à-dire à des structures plus grandes et qui regroupent plusieurs communes. Et la loi NOTRe chez nous, alors la compétence eau, de même que la compétence déchets, viennent automatiquement à ces structures plus grandes. Et donc en région parisienne, c'est les territoires. Et quand il y a eu la loi NOTRe, il y a eu des territoires qui se sont créés autour de Paris. Donc il y en a eu 12. Il y a 12 territoires, y compris Paris, donc c'est loin. Et sur ces 12 territoires, il y en a 2 où il y a eu à Est Ensemble, qui est donc des communes qui sont à l'Est, c'est-à-dire Montreuil, Bagnolet, voilà, et autres. Et sur l'endroit où je suis moi, qui est au sud-est, qui est Ivry, Vitry, et d'autres, Villejuif et d'autres communes, il y a eu un vote, alors à Est Ensemble, à 100% pour passer tous en régie publique. Et là où je suis, mais où il y a beaucoup de communes, on a 9 communes qui au début sont passées en régie publique, 9 autres qui ont décidé de rester au syndicat des eaux d'Île-de-France, donc avec Veolia. Et après, il y a quelques communes qui ont rejoint, donc on a dû passer à 11, mais des communes qui étaient en contrat avec Suez ont aussi créé une régie publique, qui travaillent ensemble et qui partagent le personnel. Donc on a aussi créé des régies publiques sur ce territoire. Alors Est Ensemble s'est rapproché d'eau de Paris, et maintenant 50% de l'eau de Est Ensemble est livrée par eau de Paris. Ils doivent passer à 50% avec une eau moins chère, qui fait qu'ils pourront avoir plus d'argent qui va, alors baisser évidemment la facture des usagers, mais plus d'argent qui va servir à entretenir les réseaux et avoir moins de fuites. Parce que aussi, le problème de la gestion publique, c'est les fuites. Il y avait eu quelque chose qui était passé à la télévision sur la ville de Nîmes, où les fuites étaient assez effrayantes, et où des exemples étaient donnés de canalisation qui étaient extrêmement fuyardes devant des bâtiments, qui étaient même visibles au sol dans le reportage qui avait été passé. Et en fait, lié au fait que la multinationale, elle négligeait complètement l'entretien des réseaux. Alors il y a les anciens réseaux qui sont en fonte, PVC, et puis après il y a des tuyaux plus récemment en PEHD, qui sont meilleurs, et qui se dégradent moins surtout, et qui laissent moins de particules dans l'eau. Mais tout ça, ça s'entretient, je dirais. Et si ça s'entretient pas, on a des fuites. Et on a un taux de fuite. Et le taux de fuite était souvent de 20%, voire plus. Alors à Nîmes, c'était bien plus que 20%, ça perd de l'eau, parce que c'est de l'eau qu'on extrait, qu'on filtre, qu'on traite.
et après, elle part dans la nature. Et quelquefois, elle peut créer même des sinistres. Donc, le problème de la gestion publique, c'était arriver à bien prendre en compte la question de l'entretien du réseau et le renouvellement des canalisations. Moi, j'ai travaillé toute ma carrière au service bâtiment de la ville d'Ivry-sur-Seine, et je m'occupais aussi de la question des périls, c'est-à-dire des cas où on avait des sinistres. Et j'ai eu 3 fois dans ma carrière des sinistres importants. Le premier sinistre, c'était, je me rappelle, un week-end de Pâques. Alors pour moi, le week-end de Pâques, il n'y a pas eu de week-end de Pâques, parce que, en fait, le premier jour de week-end, il y a eu un effondrement d'un immeuble qui était lié à une canalisation d'eau qui fuyait et lié à un affaissement de terrain sur un sol qui était une ancienne carrière à ciel ouvert. Et alors ça a fui tellement que l'immeuble s'est ouvert en deux. Les pompiers sont venus, ils ont sorti les habitants par les fenêtres, et après on a dû étayer, donc ça a été l'occupation de mon week-end, c'est trouver une entreprise qui fasse l'étaiement en vitesse pour pas que ça tombe sur la rue et que les gens puissent quand même récupérer leurs affaires. Voilà. Mais enfin, c'est pour vous dire que l'eau, et alors les 2 autres sinistres, c'était sur une rue où il y avait une canalisation qui desservait la rue, qui n'avait pas été changée depuis longtemps, qui n'avait pas été entretenue depuis longtemps, et on a eu à 2 fois la canalisation qui fuit massivement, c'est-à-dire y compris, c'est visible sur le trottoir, et le pire de tout, ça a été le mur d'une construction qui donnait sur rue, qui était un mur ancien, qui était emporté par la canalisation, par la fuite, et c'est-à-dire que les gens qui habitaient au rez-de-chaussée, qui était un rez-de-chaussée demi-enterré, en fait, ils se sont retrouvés dans l'eau. Je me rappelle d'une jeune fille qui était au rez-de-chaussée et elle s'est retrouvée, son lit était entièrement entouré d'eau et elle n'arrivait pas à ouvrir la porte parce que la pression de l'eau sa porte ouvrait sur l'intérieur, la pression de l'eau était telle qu'elle ne pouvait pas ouvrir, elle est sortie par la fenêtre. Donc c'est pour vous montrer que l'eau, c'est pas rien, et la gestion de l'eau, l'entretien des canalisations, avoir une bonne gestion publique de l'eau, c'est important pour les habitants et un bon suivi dans l'entretien des canalisations. Il se trouve que j'ai fait, pour une coopération sur le plus général, un voyage à Cuba qui a traité sur la question de l'eau. À la Havane, le taux de fuite des canalisations à l'époque où j'y étais était de 50%. Et donc, en fait, ils ont remplacé avec des canalisations, un gros programme qui était des canalisations importées de Chine, et pour refaire l'ensemble des canalisations qui desservent l'eau à la Havane. C'est pour vous montrer que réellement, la question de l'eau, la distribution de l'eau, c'est pas neutre, ça peut avoir des conséquences énormes. Et donc il faut agir, et c'est aussi tout l'intérêt de la gestion publique de l'eau qui va apporter une attention importante à l'entretien des réseaux, et le renouvellement des réseaux, etc. Alors après, sur les suites de la gestion privée, cette fois-ci, je reviens à la gestion publique privée, sur l'Île-de-France, la dernière proposition du syndicat des eaux de l'Île-de-France, qui relaye une proposition de Veolia, qui veut évidemment s'assurer ses arrières pour l'avenir, c'est l'osmose inverse basse pression. Alors, on va l'eau qui arrive à la sortie des usines qui feront la filtration classique, c'est-à-dire la filtration classique, c'est-à-dire avec des lits de sable, etc. On va avoir une deuxième étape de filtration qui est l'osmose inverse, c'est-à-dire qu'on va avoir une membrane extrêmement fine, c'est au niveau du micron, mais pour que ça passe à travers la membrane, il faut effectivement une pression, sinon ça ne va pas passer. Et on va avoir une filtration très fine qui sera tellement fine que même le calcaire passera pas. C'est-à-dire on va se retrouver avec une eau qui est débarrassée de ses minéraux et qui est tellement bien débarrassée qu'elle n'est pas buvable. Donc qu'est-ce qu'ils font pour la rendre buvable ? C'est-à-dire ils vont rajouter une partie d'eau de l'étape précédente de filtration pour
redonner un peu de minéraux à l'eau et qu'on puisse la boire. Mais alors le problème, c'est le filtrat, c'est-à-dire ce qui sera de l'autre côté de la membrane. Et évidemment, il le lave de temps en temps, il le nettoie. Et ça va faire un filtrat qui va être important. Et ce filtrat, ça représente à peu près 15% de l'eau qui a été prise. Donc le reste est distribué dans les canalisations, nettoyé, on va dire, et qui a reçu un petit peu d'eau de l'étape d'avant. Et tout le filtrat, qu'est-ce qu'on en fait? En mettant celui-là, le filtrat, parce qu'il contient il contient le calcaire, il contient tout ce qu'on a retiré, mais il contient aussi les pesticides, les restes de produits médicaux, il contient toutes les saloperies dont on veut pas. Et en fait, les usines de filtration par osmose inverse, ils le rejettent dans la rivière en aval. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tous les endroits, les agglomérations qui vont prendre de l'eau dans la rivière, ils auront encore un petit peu plus de pollution. La vie biologique, les organismes vivants, ils se retrouvent aussi avec de l'eau qui sera plus polluée que l'eau qu'ils avaient avant. Alors ça, c'est la solution Veolia. Donc on voit bien, et alors le problème, c'est que ça use 2 fois plus d'électricité, ou 2 fois et demi plus d'électricité. Ça perd 15% d'eau, qui est gaspillée et qui sert à dégrader en fait l'environnement après les usines. Et ça, c'est ce que Veolia propose actuellement. Alors ils sont en train de le réaliser sur une usine qui est une usine à Neuilly-sur-Marne, qui travaille sur les eaux de la Marne, et ils souhaitent le réaliser après sur 2 autres usines, une usine sur l'Oise et une usine sur la Seine, qui est celle de Choisy-le-Roi. Alors, l'OIBP, c'est voisin de la désalinisation, en fait, c'est voisin des usines que vous avez quelquefois en bord de mer, où on veut faire de l'eau qu'on va pouvoir distribuer dans les canalisations à partir d'eau de mer. C'est un petit peu pareil, c'est un procédé relativement voisin. Le problème, c'est que ça coûte très cher en énergie, ça coûte cher en eau, et c'est pas buvable. Mais par contre, ça rapporte, parce que c'est des investissements extrêmement importants. Et le CEDIF prévoit une augmentation du prix de l'eau avec une hausse d'au moins 25% de la part eau, mais on pense que ça risque d'aller beaucoup plus loin, ça risque d'aller peut-être à 40% de la part eau. Alors dans les factures d'eau, il faut savoir que vous avez 2 choses. Vous avez une part eau qui est minoritaire, et vous avez, enfin moi je parle pour ce que je connais, et une part assainissement qui est souvent plus importante. Puis vous avez tout ce qui est des taxes ou des prélèvements pour les structures à un niveau plus global sur l'eau. Quand ça a été voté au comité syndical du CEDIF, début 2024, 88 voix, c'est-à-dire des représentants des villes, ont voté pour Veolia, 3 ont voté contre, sur 133 votants. C'est-à-dire qu'il y avait 42 absents ou qui n'ont pas voulu prendre part au vote. Alors je ne sais pas si vous voyez le niveau de responsabilité de ces gens qui sont des élus et qui traitent de la manière dont notre eau est gérée et distribuée. Et il y a eu 3 interventions seulement au comité syndical du CEDIF, donc les représentants des villes. 3 interventions. Une intervention de Gilles Pou, dont je vous ai parlé tout à l'heure, maire PCF de la Courneuve, qui a dit que la régie c'était bien, mais comme Veolia avait une gestion excellente, il se prononçait pour le système proposé, c'est-à-dire l'osmose inverse. Il y a eu une élue ELV de Saint-Ouen qui s'est exprimée contre, et après il y a un élu qui a dit que c'est trop compliqué, voilà. Et en gros, voilà le résultat. Mais le résultat, c'est que la structure représentant les villes a voté à la presque unanimité, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est, dans quelque chose qui est quand même une solution inventée par les multinationales, parce que Suez propose exactement la même chose. Pour faire quoi? Pour se faire du fric sur l'eau et sur l'argent des usagers. Alors, les régies, justement. Alors, on a un exemple avec, donc, qui est Haute-Paris,
Haute-Paris avait plusieurs centrales de filtration, plusieurs usines, aussi sur des rivières autour de Paris. Et ils avaient surtout une partie d'eau de source, c'est-à-dire une partie d'eau, en particulier sur la Vanne, qui est près de Sens, petite rivière. Donc c'était de l'eau de source, et qui était amenée à Paris par des aqueducs. C'était fait il y a longtemps, c'est des aqueducs qui datent souvent même du siècle précédent, du siècle avant, du 19e siècle. Et une partie de l'eau de Paris, c'est de l'eau qui vient de source en fait. Et celle-là, elle est très très peu traitée. Et l'autre moitié de l'eau de Paris, c'est de l'eau qui vient d'usines de traitement de l'eau sur la Marne, sur la Seine et sur d'autres. C'est un petit peu la même chose que le syndicat des eaux d'Île-de-France, mais pas exactement sur les mêmes rivières, mais pas au même endroit. Mais c'est aussi pareil ici. Paris, alors ce qui est intéressant avec Paris, c'est que Paris a une partie d'eau de source. Et donc avec peu de traitement. Et Haute-Paris a développé, dans les endroits où ils prennent l'eau de Seine en particulier, là, un système qui est à charbon actif. Alors les charbons actifs, c'est ce que vous trouvez en général dans les petits filtres qu'on peut trouver dans des boutiques. Vous avez des petits filtres individuels avec des charbons actifs dedans. Et donc c'est un autre système de filtration. Les charbons actifs filtrant enlèvent une partie du chlore, une partie de choses qu'on ne souhaite pas. Et alors Haute-Paris a développé, alors j'ai vu l'usine, puisque la coordination Île-de-France a été invitée à l'inauguration de la nouvelle usine d'Orly, qui est une des usines sur la Seine. Et alors on a des bacs de charbon actif. Alors les charbons actifs, c'est des petites boules de charbon qui vont capter les polluants, mais alors c'est des bassins en longueur, et à l'intérieur il y a du charbon actif, c'est remué, l'eau à traiter arrive par le dessous, c'est malaxé un petit peu, ça bouge, et elle est retirée par le haut, et les charbons actifs sont remplacés régulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, on les prend en permanence, on en enlève une partie, on en remet, ce qui fait que les charbons actifs chargés de polluants sont envoyés dans une société en Belgique. Alors il se trouve que c'est en Belgique, qui une genre de pyrolyse à 1300 degrés, qui fait que tout ce qui est polluants organiques qui ont été fixés par les charbons actifs sont évacués, sont détruits, et les charbons actifs sont renvoyés après dans l'usine d'Orly. Et avec ça, donc, on arrive à purifier l'eau sans le système coûteux de Veolia, et surtout, on arrive à ne pas gâcher de l'eau, on arrive à ne pas consommer de l'électricité en plus, parce que le procédé à charbon actif, il est très peu consommateur d'énergie, et il est au niveau de l'eau, il n'a pas de consommation en plus, quoi. Il a l'ensemble de l'eau traitée, elle part dans les tuyaux, elle est distribuée. Donc voilà, alors le problème, donc les 2 années précédentes, nous avions fait une campagne de sensibilisation sur l'osmose inverse, parce que actuellement, Veolia et Suez sont en train de proposer massivement dans les villes où ils ont des contrats de gestion de l'eau, de la distribution de l'eau, ils sont en train de massivement essayer de pousser à la création de systèmes d'osmose inverse, c'est-à-dire on reconstruit une deuxième usine. Donc évidemment, on paye la deuxième usine, ce qui coûte cher. Donc voilà, et donc actuellement, on se retrouve avec ça. Alors je ne sais pas si à Périgueux, ils vous le proposeront un jour, mais c'est ce qu'ils sont en train de proposer dans des tas de villes. Et donc voilà, donc on a, si vous voulez, un choix qui est le choix multinational, qui est des solutions techniques qui ne solutionnent rien, mais qui coûtent très cher, qui coûtent de l'énergie, qui coûtent de l'eau. Et de l'autre côté, un choix qui est plus citoyen et qui est des solutions qui ne sont pas techniques et destructives. Et alors, Haute-Paris a une autre solution qu'il propose, c'est traiter les problèmes en amont. Je vous ai parlé un petit peu de la Vanne, qui est une des alimentations naturelles d'eau de Paris.
Eh bien, dans les zones de captage de Lavanne, Haute-Paris, depuis plusieurs années, fait une aide aux agriculteurs pour le passage à l'agriculture biologique. Et en fait, maintenant, on commence à avoir un nombre d'agriculteurs relativement significatif sur la zone de Lavanne, alors je ne sais plus si c'est 20%, mais quelque chose comme ça, qui sont passés à l'agriculture bio. Et ils ont favorisé aussi d'autres systèmes qui sont un peu moins lourds, qui sont des traitements protection biologique intégrés, c'est-à-dire utiliser des prédateurs, si vous voulez, genre coccinelle pour les pucerons, mais il y en a pour beaucoup de nuisibles. Donc on peut, avec ça, sans insecticides ou en utilisant des insecticides que dans des situations où on n'y est pas arrivé autrement, mais avec des prédateurs, alors coccinelles ou autres petits animaux, on arrive à lutter contre les insectes nuisibles de manière naturelle. Et donc sans pesticides, et les pesticides, on sait qu'ils se retrouvent dans les nappes. Et ils sont par exemple la cause pour beaucoup des problèmes actuellement avec l'eau de Perrier. L'eau de Perrier qui n'est plus consommable puisque ça ne peut plus être une eau naturelle puisqu'ils sont obligés de la retraiter après. Donc vous voyez, le genre de problème, c'est des problèmes en chaîne vraiment. Et l'intervention d'Eau de Paris, mais qu'ils n'ont pas inventé parce qu'avant, Eau de Munich a fait la même chose. Et ça a été fait aussi sur Grenoble. Il y a pas mal de villes où on fait une intervention en amont sur les zones de captage pour que l'eau elle soit pure et de bonne qualité d'emblée. Et je vais même vous citer un exemple qui va vous surprendre, les eaux de New York. Les eaux de New York, les zones de captage, et une immense zone agricole et de forêt, surtout de forêt, qui se trouve autour de New York, dans le voisinage, et l'eau de New York vient en grande partie de là. Et là, Eau de New York a fait des rencontres avec les agriculteurs pour essayer d'améliorer leurs pratiques pour que l'eau de New York soit meilleure. Donc en fait, un petit peu ce que fait Eau de Paris, Eau de New York l'a fait très très longtemps avant. Donc pour vous dire que c'est un problème global et on peut partout trouver des solutions qui ne sont pas les solutions de la technologie, des solutions qui coûtent très cher et qui plombent les factures des usagers. Alors, pas trop parler de l'assainissement. Alors l'assainissement est un autre problème, parce que là aussi, on a des multinationales. Oui, alors je vous parlais des rejets de concentrats là, tout à l'heure, après les usines d'osmose inverse. Et bien sur Choisy-le-Roi et Neuilly-sur-Marne, ces rejets sont de 50 à 70 000 mètres cubes par jour, alors dans le projet, puisque les usines existent encore. C'est-à-dire c'est 50 piscines olympiques par usine d'eau polluée qui est rejetée dans les rivières. Donc vous voyez à quel niveau c'est. C'est vraiment important. Alors, assainissement, quand vous avez une facture d'eau, vous avez une partie eau, une partie assainissement, qui souvent est majoritaire par rapport à l'eau, puisque c'est l'eau qui paye l'assainissement, puisque l'assainissement, en gros, c'est un service, si vous voulez. C'est un service public, tandis que l'eau, il y a quelque chose qui se vend. Donc on peut facturer. L'assainissement vient dans le prix de l'eau. Et l'assainissement peut être quelque chose d'important. Alors, en région parisienne, en Île-de-France, il y a un syndicat d'assainissement de l'agglomération parisienne, ce qui se dit SIAP, avec 2 A, qui est public, qui est géré par les collectivités, qui a 2000 agents à peu près, et qui assure l'exploitation et la maintenance des égouts, de l'assainissement, mais aussi des usines de traitement des eaux usées après assainissement. Et souvent, le SIAP confie à Veolia, à Suez ou à la SOR à la fois la conception, l'exploitation et la maintenance des usines. Et donc, ils interviennent, les multinationales interviennent aussi sur ce qui est régi et ce qui est géré. Alors, c'est pas exactement une régie, le SIAP, mais enfin, c'est un établissement public.
Et alors là, il y a aussi des problèmes de corruption et de surfacturation qui existent avec la question de l'assainissement. Alors il y a eu récemment sur Mediapart un reportage sur les problèmes d'entente et de surfacturation pour l'assainissement en grande couronne. Le coût d'assainissement augmente, évidemment, et en grande couronne de Paris, c'est plus 45% depuis 2020. C'est sur pas beaucoup d'années, quoi. Et plus 33% Paris et petite couronne. Donc vous voyez que l'assainissement, c'est aussi une question importante, et sur la manière dont c'est géré. Est-ce que c'est public, est-ce que c'est pas public, est-ce que c'est demi-public, couverture des multinationales. Voilà un petit peu. Alors, les endroits où on est passé en régie publique autour de Paris, pour le moment, là où je suis, on n'a pas actuellement encore d'eau de Paris, on en aura plus tard. Sur Est Ensemble, ils ont actuellement 30% d'eau de Paris, elle est moins chère. On a réellement une facture inférieure sur eau de Paris, quoi. Et on devrait avoir une économie à Est Ensemble de 3 millions d'euros juste sur le prix de l'eau, par rapport à acheter l'eau au syndicat des eaux d'Île-de-France. Donc, c'est pour vous dire que ça joue sur des grosses sommes. Oui, alors le taux de fuite moyen en France, c'est de l'ordre de 20%. J'avais un chiffre sur Avignon qui date un petit peu, qui vient d'une association qui travaillait sur Avignon, qui était de 27% de taux de fuite. Dans le Val-de-Marne, on avait des communes gérées par Suez, qui étaient aussi de l'ordre de entre 25 et 30%, mais celle gérée par Veolia, c'était moins de 20% de taux de fuite, c'était une quinzaine de pourcents. Voilà, alors tout dépend de l'entretien du réseau. Alors après, je suis aussi les questions du cycle de l'eau. Et le cycle de l'eau, c'est évidemment important, c'est-à-dire le cycle de l'eau, vous savez un petit peu ce qu'on apprend à l'école. C'est l'eau qui s'évapore de la mer, et après, elle va arriver sur les terres. Sur les terres, elle va générer un certain nombre de pluies. Les pluies vont s'infiltrer dans les sols, vont recharger les nappes phréatiques, vont alimenter les rivières, et puis les rivières, elles vont couler vers la mer, etc. Alors, c'est en fait un petit peu plus compliqué que ça, et nous, on s'est beaucoup basé sur les travaux qui avaient été faits en Slovaquie. Nous avons même poussé à la publication d'un livre qui est maintenant publié. Donc alors je l'ai pas là, hein, mais qui est une traduction d'un ouvrage qui était publié en slovaque et en anglais à l'époque, qu'on avait lu tous, parce que tous ceux qui pouvaient lire en anglais, parce qu'il présentait une toute autre vision, c'est-à-dire une vision du cycle de l'eau où en gros l'eau doit s'infiltrer dans le sol et le nourrir là où elle tombe, et essayer de lutter contre l'artificialisation des rives de rivières, de la ripisylve, ce qu'on appelle la ripisylve, c'est-à-dire les bords de rivières où il doit y avoir normalement des arbres, de la végétation, etc. Et il doit y avoir des méandres, c'est une bonne chose, il doit y avoir des zones humides. Et ce qui s'était fait en Slovaquie, qui était à l'époque communiste, c'était les rivières, c'est bien si c'est très droit, ça va tout droit, comme ça va plus vite. Et puis, on bétonne éventuellement sur les deux côtés, hein, comme ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez le genre, quoi. Et bon, quand ils ont fait le bilan un groupe d'hydrologues slovaques et d'un biologiste tchèque ont fait le bilan de tout ça, bon, évidemment, ils se sont dit que c'était une mauvaise voie et qu'il fallait permettre à la nature de reprendre ses droits et au cycle de l'eau de fonctionner normalement. Et donc ça signifie de travailler avec la nature, de travailler avec l'infiltration des eaux, de travailler avec la recharge des nappes, permet aussi à
à pouvoir avoir de l'eau dans les nappes pour nos besoins à nous aussi, mais de l'agriculture, etc. Alors la recharge des nappes, j'en ai vu un aspect à plus grande échelle dans un voyage en Inde où j'ai été invité par nous avons des partenaires indiens qui s'appellent Tarun Bharat Sangh, qui est une ONG indienne de grosse taille, hein, c'est pas une petite ONG, puisqu'ils ont repris l'idée d'avoir des systèmes de collecte des eaux de mousson, alors avec des systèmes simples, c'est simplement des barrages en terre, qui vont venir à un endroit où il y a un vallon où les eaux s'écoulent au moment de la mousson. C'est-à-dire on regarde les endroits où il y a des forts écoulements et on va faire un barrage en terre. Alors moi j'en ai vu, ça peut faire 3 mètres de haut, ça peut faire 4 mètres de haut, ça peut faire un peu plus, quelquefois pas beaucoup plus. Et ça va maintenir derrière un réservoir qui se remplit et qui va s'infiltrer petit à petit dans le sol, qui va remplir les nappes, qui va remplir les puits. Et au Rajasthan, où ils sont beaucoup intervenus, qui est l'état le plus sec de l'Inde, le résultat, c'est que les endroits où ils sont intervenus, le niveau de la nappe a remonté. Les puits se sont retrouvés avec de l'eau qu'on pouvait prendre dans les puits pour irriguer, pour donner à boire aux animaux, évidemment. Et le paysage a changé complètement. C'est-à-dire, on est passé d'un paysage semi-désertique à un paysage presque luxuriant, avec des terres cultivées bien vertes. Ils ont reforesté en même temps. Et ils sont même intervenus dans un parc où il y avait des tigres qui ont retrouvé de la végétation et à boire. Et ceci pour dire qu'on peut complètement, avec des solutions naturelles, re-remplir les nappes, parce qu'eux, ils sont arrivés à des endroits où il y avait tellement plus d'eau. Alors, faut dire qu'on avait fait des forages avant, à la Révolution verte, hein, c'est-à-dire après l'indépendance de l'Inde. Il y a eu la Révolution verte où en France, on a fait les remembrements, on a coupé les haies aux endroits où il y en avait, on a fait des grands champs qui étaient favorables à l'agriculture, avec du labourage mécanique et des moissonneuses-batteuses. Et donc, il fallait des grandes surfaces. Et il fallait pas trop de haies, il fallait pas d'arbres isolés, ça gênait, etc. Donc en Inde, ça a été la même chose, mais d'une autre manière, mais en faisant des forages. Et le résultat des forages, c'est qu'à la fin, il n'y avait plus de nappe. Plus de nappe, donc c'est les agriculteurs, ils n'avaient plus d'eau. Plus d'eau, donc une émigration en ville. Et le fait qu'ils ont été dans l'autre sens, après, en faisant revenir l'eau dans tous les endroits où ils trouvaient des agriculteurs volontaires, puisque c'est des choses qui sont complètement négociées avec les agriculteurs, et on a des aides aussi. Et bien en fait, il y a 1 million de personnes au Rajasthan qui avaient quitté les campagnes, qui sont revenues, parce que maintenant, dans les campagnes, on pouvait gagner sa vie bien, on pouvait vivre bien. Donc je ne sais pas si vous voyez, je vous ai donné plusieurs aspects sur l'eau qui sont très très différents, mais alors en France aussi, actuellement, il y a une association qui est en train de s'inspirer Castor pour favoriser les systèmes d'infiltration de l'eau des rivières dans le sol. Oui, alors moi je connais une dame qui s'appelle Valérie Valette, qui est une réalisatrice de films, qui a fait un film sur la Slovaquie qui est assez intéressant. Voilà, alors sur l'Inde, j'ai vu un film et la coordination Île-de-France, j'ai vu un film en Inde qui était en anglais, et la coordination Île-de-France l'a sous-titré en français, c'est un court film. Et en Inde, il y a 2 films, j'ai vu un film récent qui est un peu plus global, mais qui était en anglais, donc c'est difficile de diffuser ici. Voilà, bon. La conférence de Daniel Hoffnung sur la régie publique de l'eau s'est poursuivie avec un échange de questions-réponses avec la salle, et notamment une première question sur le statut des employés lorsqu'une régie publique revient. Quand on passe en régie publique, ou quand on change de gestionnaire, par exemple, mon fils travaille dans une station d'épuration, technicien de maintenance, la station d'épuration est passée de Veolia à la SOR. Et ben, le personnel est repris automatiquement. Et quand le passage est un passage en régie, c'est pareil. Le personnel est repris automatiquement. Donc on lui propose d'intégrer la régie publique, c'est-à-dire d'avoir un nouveau contrat de travail qui est avec la régie publique. Donc voilà, ben c'est tout. Donc c'est des choses qui se font automatiquement. Alors après, la régie publique, il faut qu'elle ait quand même
Ça va concerner surtout le personnel de maintenance et un petit peu le personnel qui encadre la maintenance. Après, la régie publique, c'est plutôt intéressant qu'elle ait des techniciens, des ingénieurs ou des personnes qui soient dans l'esprit de la régie et qui puissent plus manager tout ça dans le sens de la régie, quoi. Mais sinon, non, il n'y a pas, c'est des choses automatiques et ça se pratique couramment, quoi. Il n'y a pas de problème. Le problème n'existe pas. Et quand ils étaient en statut privé, c'était un contrat privé. Et quand c'est la régie, alors la régie est pas exactement une administration comme une mairie, hein. C'est pas tout à fait pareil. Donc après, il y a des formes de contrats qui existent. Une question suivante portait sur les travaux de Daniel Hoffnung sur les cycles de l'eau. Alors, il y a quelques années, nous avions fait une réunion de mouvement de l'eau européen à Berlin. Nous avions une communication de quelqu'un qui avait été l'ingénieur, qui avait été chargé de concevoir les bâtiments de Potsdamer Platz, qui est la place qui était entre Berlin-Est et Berlin-Ouest et qui était coupée par le mur. Alors quand ils ont refait Potsdamer Platz, ils ont gardé un petit bout de mur. Et puis il y a un grand immeuble, des grands immeubles de bureaux qui ont été faits. Et Marco, qui est l'ingénieur que j'ai vu, avait été chargé de concevoir le système de capture des eaux de pluie pour alimenter les chasses d'eau, les WC. Et en fait, il y avait des gros réservoirs qui avaient été créés dans les immeubles de bureaux. Donc, ils étaient remplis avec de l'eau de pluie et ils desservaient tous les sanitaires des immeubles de bureaux. Donc, c'est effectivement une solution qui peut s'adopter. Alors, en France, la réglementation de la DAS, la Direction d'Action sanitaire et sociale, ils sont très frileux avec ce genre de système. Mais par contre, en Allemagne, ça se développe, c'est-à-dire que souvent on peut avoir la conception d'immeubles collectifs, ou même individuels, hein, vous pouvez le faire chez vous. On peut avoir captation des eaux de pluie, capture des eaux de pluie pour soit les chasses d'eau, soit aussi nettoyer les sols. Hein. Il n'y a aucune raison d'aller nettoyer les sols avec de l'eau potable. Ou la douche, oui. Pourquoi pas la douche? Oui, bien sûr, oui. Pour des raisons d'hygiène, la DAS avait très peur qu'on confonde et qu'on boive l'eau des WC, quoi. Non, c'est... Bon, après, je sais pas très bien où ça en est, ça a peut-être un peu évolué depuis, mais en France, c'est un peu difficile de régler ce genre de choses, mais effectivement, c'est une évidence que il faudrait agir différemment. Il y a d'autres choses qui sont à l'étude et qui s'essayent actuellement. C'est la collecte de l'urine, tout simplement comme engrais, parce que l'urine, c'est assez génial, ça contient plein de minéraux que les plantes aiment bien. Donc voilà. Donc oui, il y a des choses qui se développent actuellement. Alors bon, en habitat collectif, c'est un peu plus difficile, mais je sais qu'il y a une AMAP qui est dans la région parisienne, si je me rappelle bien, qui au moment des livraisons des paniers AMAP, il redonne à l'agriculteur des collectes en bocaux, des collectes d'urine des gens qui sont à la MAP. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont possibles, mais il faut qu'on change aussi nos manières de fonctionner, quoi. Mais alors, oui, sur un niveau plus global, l'agriculture, ça reste le gros problème. L'agriculture reste le gros problème, parce que une agriculture bio ou une agriculture même à protection biologique intégrée dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça va pas générer beaucoup d'agriculture bio, pas du tout, l'autre moins, mais il y a d'autres méthodes actuellement qui se développent, agriculture régénérative, enfin, etc. Il y a plusieurs méthodes qui sont en train de se développer actuellement. Mais l'idée générale, c'est que on va travailler beaucoup plus avec des solutions naturelles. Donc on va régénérer les sols. Et si on régénère les sols, c'est-à-dire qu'on va augmenter le taux de carbone dans le sol, de matière organique. Et le taux de matière organique dans le sol, en gros, depuis après la dernière guerre mondiale, il a été divisé par bien plus que 2.
la matière organique, c'est quoi ? C'est cette terre qui est un peu foncée, qui se défait facilement dans la main, et qui est fertile. La fertilité, elle est là, elle est dans le carbone du sol. Avec une agriculture industrielle, on va croire qu'avec la chimie, on résout le problème. Donc on va mettre quoi ? On va mettre des engrais chimiques. L'azote, on va pas le mettre avec de la matière organique, on va le mettre avec des engrais azotés. Et puis après, on a tous les problèmes dont vous avez entendu parler, hein, c'est-à-dire les pollutions à l'azote des sols, ça donne des problèmes en Bretagne en particulier graves. Donc il faut vraiment changer l'agriculture si on veut résoudre globalement les problèmes, parce que on aura une eau plus pure. Il y a actuellement il y a beaucoup de villes qui se fournissent avec des eaux souterraines, qui est des forages. Mais il y a des forages qu'on ferme actuellement. C'est ça la situation actuelle. On ferme des forages tout simplement parce que l'eau n'est plus buvable. Donc il faut la source des choses, c'est au niveau agricole, c'est-à-dire arriver à... Alors c'est pas forcément convertir tous les agriculteurs à l'agriculture bio, on n'y arrivera pas. Hein. Mais c'est une agriculture qui prenne plus soin des sols. C'est ce qui s'est fait à New York en gros, hein, peut-être. C'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire une agriculture qui va être plus respectueuse de l'environnement, qui va utiliser beaucoup moins de chimie, le minimum, et qui va surtout travailler avec les processus naturels, c'est-à-dire être capable de enrichir les sols en matière organique, la matière organique qui est sur place. Ou la matière organique, avant, on avait beaucoup en France des systèmes de culture élevage, c'est-à-dire qu'on avait à la fois, les fermes avaient à la fois des productions de céréales par exemple, puis à la fois elles avaient un petit troupeau, et les déjections de petits troupeaux, ça partait pour faire le fumier. Maintenant, évidemment, si on met tous les pâturages en Bretagne ou dans le Massif central, enfin non, c'est pas en Bretagne, là, en Bretagne c'est plus les ports, enfin les pâturages dans le Massif central ou dans les zones montagneuses ou autres, et puis peut-être ici aussi il y en a, et l'agriculture ailleurs, on ne peut pas avoir cette complémentarité qui existait avant. Donc il faut retrouver une agriculture, la permaculture, c'est justement l'idée de travailler avec tout ce qui peut contribuer au sol, à l'agriculture. Et donc je crois qu'il faut qu'on retrouve, alors on va pas demander à la France de se convertir à l'agriculture, on n'y arriverait pas. Mais si vous voulez, c'est quand même des directions qui peuvent nous inspirer, et bon, il y a des formes agriculture régénérative, il y a des choses comme ça qui se développent, et qui se développent y compris chez les agriculteurs qui sont en agriculture conventionnelle. Donc je crois que c'est tout un mouvement qu'il faut qu'il se développe pour arriver à liquider cette foutue agriculture industrielle, quoi, qui est en train de nous détruire. Alors elle détruit aussi le cycle de l'eau dans une certaine mesure, parce que une terre, si vous voulez, vous remettez 1% de carbone dans le sol et vous gagnez 200 000 litres par hectare de capacité d'eau qui vient dans le sol. Ça va être 190 000 litres par hectare. 190 000 litres par hectare de capacité de rétention d'eau dans le sol. Donc il y a l'eau, si vous voulez, il y a l'eau dans les nappes, puis il y a l'eau dans le sol. L'eau dans le sol, c'est la couche superficielle. Mais cette eau dans le sol, elle est essentielle à l'équilibre global, elle est essentielle au cycle de l'eau, et elle est essentielle à l'évaporation aussi. Parce qu'en fait, le climat, c'est aussi l'évaporation. Si les sols ont perdu de l'humidité, l'évaporation des sols sera moins bonne, et la croissance des plantes sera moins bonne, ce qui force à arroser. Donc voilà, vous voyez, tout va ensemble. Donc on a des méthodes, il existe des méthodes naturelles, il faut arriver à redévelopper ces méthodes naturelles, et surtout à combattre absolument la suppression des arbres et des forêts. Parce que les forêts, dans le cycle de l'eau, sont un élément fondamental. Hein. Les Slovaques, Michael Kravčík et les autres, ont développé cette idée de petit cycle de l'eau. C'est-à-dire, on pourrait appeler ça cycle local de l'eau, parce qu'en France, petit cycle de l'eau, ça veut dire cycle de l'eau traitée, de l'eau distribuée, de l'eau potable et de l'assainissement.
Pour les Slovaques, c'est plus une idée d'un cycle, de comment le cycle de l'eau se fait au niveau local. Mais au niveau local, il y a quoi? Il y a l'évaporation de l'eau à partir des surfaces où il y a de la végétation, en particulier des forêts. Parce qu'une forêt, alors ça va vous surprendre, une forêt, ça évapore plus qu'un lac. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de surfaces d'évaporation. Les feuilles, c'est plein de surfaces d'évaporation superposées. Et donc une forêt évapore énormément plus qu'un lac. Donc la forêt, c'est le grand évaporateur et c'est un des éléments essentiels pour le fonctionnement du cycle de l'eau. Donc je crois que c'est là, et donc il faut qu'on lutte absolument pour défendre nos forêts contre l'exploitation pour faire de la biomasse. Ça se fait, de la biomasse, c'est-à-dire on va couper massivement, faire des coupes à blanc, on va couper toute la forêt à un endroit donné, on va enlever les bras, on va les broyer, et les broyer, ça va faire des plaquettes qui vont partir dans des usines pour faire de l'électricité. Non, on a peut-être d'autres moyens, et les forêts, elles contribuent vraiment au cycle de l'eau, et elles contribuent aussi à notre climat. C'est-à-dire, si on détruit le cycle de l'eau, si on enlève trop de forêts, la forêt génère la pluie. Il y a pas mal d'articles scientifiques sur ça. La forêt génère la pluie. Et donc, il ne faut pas couper les forêts, y compris, il ne faut pas couper les forêts pour installer des centrales photovoltaïques, comme c'est en train de se faire en France sur la montagne de Lure. Il y a des associations qui mènent des batailles là-bas. Et voilà, mais si vous voulez, il y a des tas d'exemples actuellement où on est complètement dans la mauvaise voie. Et si on veut retrouver notre climat et pour l'avenir et notre eau, il faut à tout prix rétablir le cycle de l'eau. Il faut à tout prix changer d'agriculture. Alors, il y a un très bon papier qui avait été sorti par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui s'appelle « Travailler avec les plantes, les sols et l'eau pour rétablir le climat et réhydrater la terre ». European Water Movement, donc on a fondé avec les associations analogues dans d'autres pays un mouvement européen de l'eau. Et quand on a vu l'un de nous a vu l'article, parce qu'on fait un suivi de ce qui sort de l'Union européenne ou ce qui sort internationalement, il a vu cet article cette publication de l'Agence des Nations Unies pour l'environnement. Il s'est dit que c'était génial, qu'il fallait le traduire, donc on l'a traduit. Et moi j'ai traduit les images. Un autre qui est à Montpellier a traduit le texte essentiellement. On a envoyé, par politesse, la traduction au Programme des Nations Unies pour l'environnement. Ils ont trouvé que c'était pas mal. Ils ont revu quelques formules de la traduction et ils l'ont mis sur le site du Programme des Nations Unies pour l'environnement en français. Et après, ils l'ont traduit dans plein d'autres langues. Donc c'est nous qui avons été les premiers quand même. Et alors ce texte est super bien parce que ce que je vous dis là, une grande partie est dans le texte. Et leur source d'inspiration, dans les références, il y a les Slovaques dont je vous ai parlé, et d'autres, et qui ont travaillé, je dirais, avec une vision plus globale. Et ce qu'ils disent sur la déforestation, ils disent qu'il faut arrêter immédiatement la déforestation. Il faut engager une reforestation importante. Et cela peut nous sauver d'une catastrophe. Enfin, j'ai plus le texte exact dans la tête, mais si vous voulez, c'est un peu l'esprit. C'est-à-dire que si nous voulons éviter une catastrophe, il faut arrêter la déforestation. Ça crée déjà des désordres très très importants. La déforestation de l'Amazonie, par exemple, fait qu'en Amazonie, alors moi, quand j'ai fait mes études, on apprenait qu'en Amazonie, il y avait un climat qui s'appelait le climat équatorial. Le climat équatorial, c'était une saison humide et une saison très humide. Ben, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, puisque maintenant en Amazonie, il y a une saison des pluies, une saison sèche, et donc, comme il y a une saison sèche, il y a quoi? Il y a des incendies de forêt. Avec une saison humide, une saison très humide, les incendies de forêt étaient beaucoup, beaucoup plus difficiles, ils étaient quasiment inconnus. Donc voilà. Si on n'arrête pas un certain nombre d'exploitation de la nature, la déforestation, l'agriculture actuelle qui est une agriculture destructrice, alors qu'on peut avoir une agriculture qui régénère,
et qui permettent aussi de l'eau de fonctionner normalement. On changera le climat, on va dégrader le climat. Les événements climatiques violents, j'ai sorti un article qui a été publié dans les possibles, publié par Attac. Hein. C'est une revue en ligne que vous pouvez trouver sur le site d'Attac France. Sur les événements climatiques violents. Les événements climatiques violents sont nettement liés au changement de la couverture du sol. Alors à ce sujet-là, sur le climat, dans les années 70, au tout début des discussions sur le climat, il y avait une conférence avec un travail d'experts qui avait travaillé sur les deux causes du changement climatique qui étaient connues à l'époque. La première, c'est l'augmentation des gaz à effet de serre, ça vous connaissez. Et la deuxième, c'est le changement localement de la couverture des sols. Le changement de la couverture des sols, alors après cette conférence, si vous voulez, il y a eu la conférence de Rio, il y a eu des tas de choses, et la conférence a généré la création de deux organismes. Un organisme pour étudier les effets du changement de couverture des sols, c'est-à-dire déforestation, artificialisation des sols, tout ça, ça va jouer sur les pluies, ça va jouer sur le climat, mais au niveau local. Et le deuxième organisme qui a été créé, l'année d'après, c'est le GIEC, vous le connaissez tous. Et en fait, le premier organisme a été financé 10 fois moins que le GIEC, et il a fini par disparaître en 2005. Donc on a là une vision sur le climat qui est un peu différente. Quand on voit que finalement, il y avait bien une explication locale à un certain nombre de choses violentes, des événements climatiques violents, tout ce qu'on voit, ce qui s'est passé dans le sud de l'Espagne, avec des pluies gigantesques, et puis nous récemment en France, il y a eu ça aussi. Tous les événements climatiques violents, c'est aussi lié au changement de couverture des sols. Et ça, il faudrait le voir, il faudra en être conscient. Et le changement de couverture des sols, on peut agir dessus parce que on peut transformer notre agriculture, on peut planter des arbres, on peut modifier les choses, et on peut planter des arbres un peu partout. Parce que les arbres, ça se plante un peu partout. On peut en planter le long des rivières, on peut en planter le long des routes. On en coupe souvent maintenant le long des routes. Et on peut en remettre aussi. La question suivante portait sur les tarifs qu'il peut y avoir dans une régie de l'eau, avec des tarifs qui privilégient plutôt les petits consommateurs et à l'image de ce qui avait été dit pour les promesses de pollueurs-payeurs dans d'autres syndicats. Et la question portait également sur la possibilité de créer une régie nationale des eaux. Alors, sur la facturation, évidemment, nous sommes favorables à une facturation qui ne soit pas, parce que souvent, on a des tarifs qui sont plus bas pour les grands consommateurs. C'est le cas actuellement au syndicat des eaux de France. Voilà. Et donc là, oui, c'est en train de changer. Mais là, au niveau de, par exemple, la régie d'Est Ensemble, ils ont, alors je ne sais pas s'ils ont complètement annulé l'abonnement, mais il devient très très faible. Et ils ont, je crois que c'est 10 mètres cubes gratuits, mais il y a des endroits où c'est plus. Il y a des endroits où c'est 30, où c'est variable. Mais avoir l'idée d'avoir des mètres cubes gratuits, et ensuite les autres sont évidemment payants. Voilà, donc effectivement, on peut changer la tarification. Alors après, le grand service national de l'eau, pourquoi pas, mais le gros problème, c'est que en attendant le service national de l'eau, c'est un peu le problème du maire de La Courneuve, hein. En attendant la régie nationale de l'eau, on va voter pour Veolia qui fait un excellent travail. Non, ça marche pas bien. Donc agissons localement et essayons de créer de récupérer l'eau localement. Et après, on verra, quand on aura gagné partout, on verra comment on crée des symbioses dans tout ça et on l'organisera. Mais à mon avis, le service national de l'eau, oui, c'est quasiment utopique. Ouais. La question suivante était plus politique, car elle rappelait que le renouvellement des contrats d'eau autour de Périgueux, avec le Grand Périgueux, et pendant la campagne municipale, donc en 2026. Il faut agir maintenant, il faut commencer maintenant. Ah oui, c'est urgent, vraiment urgent.
Alors, oui, dans les communautés de communes, enfin dans les regroupements de communes, d'une manière ou d'une autre, la loi NOTRe n'oblige en aucune manière un mode de gestion unique. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a été utilisé par les multinationales pour obliger, dans certains cas, des communes qui étaient en régie à rejoindre la gestion déléguée qui était dans les communes voisines. Pas du tout. Et nous, dans le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre, on a clairement deux modes de gestion. On a une régie qui regroupe un peu plus que la moitié des communes, et on a des communes qui sont restées dans le contrat du CEDIF et qui ont un autre mode de gestion, mais la loi NOTRe permet d'avoir ces deux choses-là. C'est pas du tout obligé par la loi NOTRe, c'est les multinationales qui ont essayé d'utiliser la loi NOTRe, une interprétation de la loi NOTRe pour augmenter leur gâteau. Il faut essayer d'agir pour multiplier les gestions publiques, quoi. La coordination Île-de-France, avant les municipales précédentes, avait fait des choses pour les élus. On va arrêter là.